Les Ukrainiens, une nouvelle fois, ont frappé les Russes, et cette fois-ci c'est contre le pont de Kertch, donc ce fameux pont qui relie la Crimée occupée par la Russie depuis 2014 et la Fédération de Russie. Et c'est assez symbolique de frapper le pont de Crimée, c'est un objectif stratégique des Ukrainiens depuis assez longtemps, tout le monde en parle depuis le début de la guerre, avec une volonté de détruire le pont de Kertch pour des raisons tactiques, stratégiques, mais surtout symboliques. Mais pour les pro-russes qui suivent mes vidéos, je vous rassure, le pont n'a pas été détruit, et dans cette vidéo, j'ai beaucoup plus envie de vous parler un peu de l'évolution auquel on fait face actuellement, notamment dans les frappes dans la profondeur, dans le sabotage et dans la guerre hybride que les Ukrainiens mènent contre les Russes. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine, et sur cette chaîne, je parle de politique, de géopolitique, mais aussi, bien sûr, de mon travail en Ukraine. Et j'ai aussi une chaîne Substack sur laquelle je partage mes reportages sur un style un peu plus roman journalisme. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la bio, et moi, je continue la vidéo. Alors, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est beaucoup plus de parler avec vous un peu de l'évolution de la doctrine ukrainienne. C'est quelque chose qui est présent en Ukraine depuis 2022, voire même depuis 2014, avec vraiment cette force des faibles. Donc utiliser les faiblesses de la Russie pour taper là où ça fait mal, mener des combats de guérilla, etc. etc. Mais depuis une semaine, on assiste vraiment à une montée en puissance. Alors on peut bien sûr parler d'abord de l'attaque sur les aérodromes russes qui ont eu lieu hier. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Une petite mise à jour néanmoins par rapport à ça. Les Ukrainiens ont parlé de plus de 40 bombardiers stratégiques qui auraient été détruits lors de ces frappes. Pour l'instant, les preuves en OSINT qu'on a, on est plus autour de 13 bâtiments qui ont été détruits. Peut-être que plus ont été détruits, on attend plus d'analyses. Mais même si ce n'est que 13 bombardiers stratégiques, ça reste un camouflet symbolique, politique, stratégique, tactique, désastreux pour la Russie, donc c'est une véritable victoire pour l'Ukraine. La deuxième attaque, c'est celle dont je vous parlais en introduction, à savoir une attaque contre le pont de Kertch, et aussi bien sûr de manière plus ponctuelle, des destructions de ponts aussi bien dans l'oblast de Belgorod et de Briansk, donc deux oblasts qui longent l'Ukraine et qui sont un peu des rampes de lancement pour la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc frapper des ponts dans cette région-là a une logique stratégique et tactique très importante. Il y a eu aussi des sabotages de systèmes de défense de guerre électronique par les partisans du groupe Atesh, donc un groupe tatar de Crimée qui ont opéré ce sabotage en Crimée, par conséquent, et aussi des attaques de drones contre des convois militaires, notamment un train dans l'oblast de Zaporizhia occupé par la Russie, chargé de pétrole. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent un peu justement cette stratégie ukrainienne qui existe depuis longtemps, mais qui vraiment est en train de monter en cadence depuis quelques semaines. Tout d'abord, c'est bien sûr la force des faibles, frapper là où ça fait mal. Les guerres asymétriques fonctionnent de cette manière-là. On attaque là où les Russes ne s'attendent pas. Par exemple, typiquement, Kursk doit beaucoup plus se comprendre dans cette logique-là. La deuxième raison, elle est aussi pour le moral des Ukrainiens, qui vivent une guerre d'agression depuis plus de 3 ans, très violente, qui tape au moral, qui tape dans la psychologie aussi bien des combattants que des civils. Donc une attaque d'une telle ampleur, notamment contre le pont de Kertch, qui est très symbolique, ou par exemple contre les bases aériennes, c'est vraiment quelque chose qui redonne du baume au cœur aux Ukrainiens. Si vous regardez un peu les médias et réseaux sociaux ukrainiens actuellement, tout le monde est content. Je pense que personne n'a eu un tel boost au moral que depuis aussi bien l'opération de Kursk que la destruction du Moskva, que bien sûr les grandes offensives ukrainiennes de 2022, la reprise de Kherson, la reprise de Kharkiv, etc., etc. Même si bien sûr la reprise de ces territoires s'accompagne toujours de beaucoup de souffrance, parce que dès que les Ukrainiens récupèrent des territoires, ils font face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité des forces russes, notamment par exemple à Izium, à Boutcha, etc., etc. Mais la raison principale, selon moi, justement, de cette montée en puissance stratégique, notamment de ce qu'on peut appeler une guerre asymétrique, c'est que les Ukrainiens, de toute manière, seront toujours en difficulté dans une guerre conventionnelle avec les Russes. Les Russes ont plus d'hommes, ont plus de matériel et ont plus de masse de manœuvre que les Ukrainiens, c'est indéniable, et ce serait complètement fou de le nier. Et du coup, pour pallier justement à ce manque d'hommes, pour pallier à ce manque de matériel, les Ukrainiens ont développé depuis bien avant 2025 ce qu'on peut appeler une forme de guerre hybride contre les Russes, mais comme je l'ai dit, on voit une montée en puissance assez importante depuis quelques semaines, et tout ça s'explique aussi bien évidemment parce qu'on est dans les grandes offensives d'été.
les Russes poussent à Soumy, les Russes poussent à Donetsk, donc c'est important de le prendre en compte. Et par conséquent, ces attaques permettent de mettre à mal la logistique russe et ralentir la logistique russe. Par exemple, avec l'attaque sur les aérodromes russes, actuellement tout le réseau, aussi bien ferroviaire et routier russe, est complètement arrêté parce que le FSB et les Russes sont un peu paranoïaques par rapport à tous les camions qu'ils peuvent voir défiler à droite et à gauche. Du coup, ils stoppent tous les camions, vérifient tous les camions. Du coup, ça ralentit de manière indéniable la ligne logistique et notamment la livraison d'armes sur la ligne de front. Deuxièmement, le fait d'avoir tapé le pont de Kerch, alors indépendamment de le détruire, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas 1100 kilos d'explosifs qui va faire péter le pont de Crimée, mais de manière concrète, le pont de Crimée va être arrêté pendant quelques semaines et ça reste quand même la principale route logistique de l'armement russe vers la Crimée et aussi par conséquent le front de Zaporijjia et de Kherson. Donc le fait de faire sauter le pont, ça va ralentir encore une fois la logistique russe vers le front russe. Alors ils peuvent toujours utiliser la ligne logistique Rostov-sur-le-Don, Melitopol, mais c'est une ligne logistique qui est beaucoup moins sûre, beaucoup moins rapide, étant donné que c'est une ligne logistique qui est beaucoup plus proche du front ukrainien. Par conséquent, les Ukrainiens peuvent faire voler des drones, attaquer au HIMARS. Donc c'est quand même plus compliqué et plus risqué pour les Russes de faire d'acheminer le matériel militaire via Rostov-sur-le-Don. Et enfin, les attaques ponctuelles contre des ponts dans l'oblast de Belgorod, de Bryansk, des attaques contre les convois, contre les réseaux ferroviaires, ça ralentit de manière générale la machine de guerre russe. Et toute la logique des Ukrainiens ici, c'est vraiment de pouvoir ralentir au maximum l'avancée russe dans le Donbass, et chaque attaque va ralentir justement l'avancée russe dans le Donbass. Surtout que les Ukrainiens sont quand même relativement conscients, en tout cas espèrent que ça va être la dernière grande offensive russe dans cette séquence de la guerre de manière générale, étant donné que bientôt il va y avoir les midterms aux États-Unis, Trump va perdre du pouvoir, il va sûrement avoir un retour des démocrates à la Chambre des représentants et aussi bien au Sénat, et aussi pas que des démocrates, aussi tout simplement des républicains qui sont pro-ukrainiens, qui pour l'instant font attention à ce qu'ils disent parce que Trump a toujours beaucoup de pouvoir, mais dès que les midterms vont passer, s'ils sont toujours en place, vont avoir beaucoup plus de liberté que pour pouvoir agir contre Donald Trump et faire des choses qui sont beaucoup plus en accord avec leurs valeurs, surtout qu'il est important de prendre en compte que le Congrès a énormément de pouvoir en ce qui concerne justement l'aide à des pays étrangers et énormément de pouvoir notamment en politique étrangère. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'actuellement, aujourd'hui ou hier, le speaker de la Chambre, Mike Johnson, qui est un allié très important de Donald Trump, a dit vouloir soutenir la loi de Lindsey Graham et de Blumenthal, donc Lindsey Graham qui est un républicain et Blumenthal qui est un démocrate, et c'est une loi qui consiste à mettre plus de 500% de taxes contre les pays qui achètent du gaz aux Russes, c'est notamment la Chine, l'Inde, etc., etc. En tout cas, c'est une loi qui a pour but vraiment de mettre à mal au maximum la machine de guerre russe, et surtout, c'est qu'une première étape pour potentiellement arriver plus tard à l'envoi à nouveau d'aide à l'Ukraine. Mais tout ça pour dire que les Ukrainiens savent qu'on est un peu sur vraiment les dernières potentielles offensives d'été, et après on va rentrer dans l'hiver, beaucoup moins d'offensives, et surtout, et c'est vraiment important de le prendre en compte, c'est qu'on est en pleine négociation de pacotille, selon moi. Je pense que ces négociations, les Ukrainiens y vont pour faire patte blanche devant Donald Trump, et les Russes aussi y vont pour ne pas s'attirer les foudres de Donald Trump. Donc chacun joue un peu sa partition, c'est un peu une pièce de théâtre, mais il n'empêche que le fait qu'une attaque contre les aérodromes et les bombardiers russes ait lieu un jour avant la rencontre entre Russes et Ukrainiens à Istanbul. Alors, vu que c'est une opération qui est préparée depuis 1 an et demi, est-ce que c'est une coïncidence? Mais c'est un peu la méthode Gomicro, à savoir on met un maximum de pression avant de négocier, on essaie d'arriver à la table de négociation avec des arguments, etc., etc. D'ailleurs, il est intéressant de voir la tête de la délégation russe qui fait un peu de la peine lors de la rencontre à Istanbul. Et aussi, je pense que c'est important de le prendre en compte, c'est vraiment un camouflet pour la Russie, parce que c'est la Russie qui refuse les cessez-le-feu ukrainiens. Les Ukrainiens ont dit à de maintes reprises être d'accord de faire un cessez-le-feu partout, dans la terre, dans la mer, sur les airs, etc. Et en fait, le fait que les Russes aient refusé ce cessez-le-feu, ça les met un peu en porte-à-faux, parce que s'ils avaient accepté un cessez-le-feu pour commencer des négociations, ils auraient toujours actuellement leur bombardier stratégique. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Donc pour conclure, voilà, il y a vraiment une volonté aussi bien stratégique, psychologique, tactique,
aussi taper dans la logistique et aussi beaucoup plus diplomatique de cette montée en puissance d'attaques ukrainiennes, aussi bien de sabotage, de guerre hybride et de frappe dans la profondeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.